مولود صباح الخير. على 12 نكون عندك ان شاء الله. هيا دكر افون على 12 يكون عندك. هيا سهل. ذكي شفته. ابدا. Merci. Bonjour. Bonjour. Oh, on peut commencer? Bonjour docteur, oui on vous entend. Allez, merci. Donc, je pense que le matin, vous avez vu les fractures du rachis cervical. Maintenant, on va aborder un autre chapitre. C'est le même. C'est le même sur le plan prise en charge. La seule différence, c'est l'aspect anatomopathologique de cette lésion. Donc, on ne parle plus de fracture du rachis thoracolombaire, mais on parle beaucoup plus du blessé vertébromidulaire. Vertébromidulaire dorsolombaire. Midulaire, c'est un mot qui est très important parce qu'il y a la lésion de la moelle épinière et sa lésion va provoquer des dégâts importants pour le malade, à savoir la paraplégie ou l'hémiplégie. C'est la raison pour laquelle maintenant la nouvelle nomination de ces lésions-là, on les appelle beaucoup plus blessés vertébromidulaires. Ces traumatismes ou blessés vertébromidulaires induisent 25% des lésions neurologiques. C'est-à-dire, sur 4 malades qui présentent une lésion vertébromidulaire, il y a un qui présente des troubles neurologiques. Ces troubles neurologiques-là, et de la moelle épinière et des racines, elles sont mécaniques. Donc, il y a quelque chose qui est en train de comprimer ces structures nerveuses. Donc, le rôle du chirurgien est d'enlever cette souffrance de la moelle épinière. L'exemple, cette image, là vous voyez qu'il y a 2 plaques de part et d'autre de la fracture du rachis, et au milieu il y a un vide, c'est l'ablation des séquestres osseux, des fragments osseux vertébraux qui ont comprimé la moelle épinière et de part et d'autre on fait une fixation. Donc la souffrance de la moelle épinière dans les traumatismes vertébromidulaires est une souffrance mécanique. Donc ces fractures thoracolombaires, elles constituent un véritable problème de santé publique. Chez nous en Algérie, il faut que vous sachiez un élément qui est très important. Dans notre pays, chaque année, on a 4000 blessés chaque année. Et parmi ces 4000 blessés, il y a 100 blessés vertébromidulaires. Si on ne les traite pas, elles vont entraîner des séquelles invalidantes malgré un traitement bien conduit. Donc c'est une équipe multidisciplinaire et plus indispensable pour la prise en charge de ces blessés-là. Lorsque je dis équipe multidisciplinaire, ce sont les anesthésistes réanimateurs qui doivent prendre ces malades-là, qui doivent les préparer à un acte chirurgical, viennent en deuxième position les chirurgiens qui vont faire le gros travail d'enlever ces compressions mécaniques, de stabiliser l'os. Et en troisième position, qui est très important aussi à mon avis, ce sont les rééducateurs. C'est ça l'équipe multidisciplinaire. Donc, médecin réanimateur, chirurgien orthopédiste et rééducateur fonctionnel. Moi, j'attache une grande, je dirais bien une grande importance à ce rééducateur fonctionnel. Vous savez que dans les pays qui sont développés, le chirurgien, je dis bien le chirurgien, n'opère pas un malade ou un blessé vertébromidulaire s'il n'a pas une place en rééducation fonctionnelle.
Parce que la chirurgie et la rééducation, on appelle ça du 50-50. Pour que le malade guérit, il faut qu'il y ait 100%. Donc 50% une fois l'acte qui a été accompli, mais les 50% restants, c'est la rééducation. À quoi sert d'opérer un malade, de lui faire une décompression et de le laisser confiner à lit? Non, si on l'opère, ça veut dire qu'on peut le mettre en position demi-assise et on doit commencer la rééducation. Dans les 48 heures, le malade doit être adressé en rééducation fonctionnelle. S'il reste plus d'une semaine après l'intervention chirurgicale, c'est une véritable catastrophe par l'apparition des troubles du décubitus et en particulier les escarficiers, les troubles de la stase urinaire, le malade sera toujours sondé, les troubles de la stase gastrique, le malade va vomir, etc., etc. C'est la raison pour laquelle ce type de malade-là, qui dit équipe multidisciplinaire, c'est l'anesthésiste réanimateur, c'est le chirurgien orthopédiste et le rééducateur fonctionnel. La prise en charge d'un blessé vertébro-médulaire doit se faire en particulier sur le lieu de l'accident. Dans le lieu de l'accident, c'est un malade. Donc, c'est un tout. Donc, à l'interrogatoire, parfois on est obligé d'intervenir sur le lieu de l'accident et le malade, il est coincé dans la voiture et la première des choses, on pose la première question. Monsieur, vous avez mal où? Il va nous dire que j'ai mal au niveau du rachis. Deuxièmement, est-ce que vous avez des fourmillements, des paresthésies au niveau des deux membres inférieurs, au niveau des deux jambes, ou au niveau des deux pieds? Il va vous dire oui. Donc, notre objectif est de sauver ce malade. Donc, en urgence, on doit éliminer ce que j'ai mis en rouge, une détresse cardio-respiratoire, un état de choc ou une hémorragie extériorisée. Devant tout blessé, devant tout polytraumatisé, on doit éliminer ces trois éléments. Si on passe à côté, c'est le décès du malade. Avant d'entreprendre la prise en charge du rachis. Donc, une détresse cardio-respiratoire par la palpation du pouls, par l'appréciation de la fonction cardiaque et la fonction respiratoire. L'état de choc, c'est la tension artérielle et l'hémorragie extériorisée, c'est beaucoup plus clinique. On voit s'il n'y a pas quelque chose qui saigne au niveau des deux membres supérieurs ou membres inférieurs. Une fois que ces trois éléments, notre objectif est de ne pas aggraver la lésion. Ne pas aggraver la lésion, c'est un élément qui est très important à notre avis. On a constaté que le 1/3 des blessés vertébro-médulaires, lorsqu'ils font des accidents, ils n'ont pas eu de troubles neurologiques. Mais une fois arrivés dans un centre spécialisé, et ils ont de 1/3, un malade sur 3, il a des troubles neurologiques. Vous allez vous poser la question, c'est dû à quoi? C'est dû au transport. Le patient qui a une souffrance vertébro-médulaire doit être pris par 4 ou 5 personnes. Il ne faut jamais extirper le malade de la voiture par 2 personnes en réalisant un angle. Là, vous allez l'aggraver à 100%. Il faut que quelqu'un, une première personne, va tenir le rachis cervical, la tête et le rachis cervical. Une deuxième personne va tenir les deux épaules avec le rachis thoracolombaire. Une troisième personne va tenir le bassin et une quatrième personne va tenir les deux membres inférieurs. Et c'est comme ça qu'on va extirper le malade du lieu de l'accident. Et pourquoi ces 4 personnes ou 5 personnes? Moi, je dirais 4 personnes. C'est pour respecter les courbes physiologiques du rachis cervical, du rachis dorsal et du rachis lombaire. Il y a la syphose, il y a la lordose, cervicale, il y a la syphose dorsale et la lordose lombaire. On doit les respecter. Si on ne les respecte pas, on va faire un genre de V, de la lettre V, dont l'angle est ouvert en avant, et c'est là
où on va aggraver les lésions au niveau de la moelle épinière. Donc, pour ne pas aggraver les lésions, c'est des notions de secourisme. Et normalement, chaque médecin généraliste doit avoir des notions de secourisme. On doit prendre le malade par 4 ou 5 personnes. 2 personnes, il ne faut pas le toucher, il faut essayer d'arrêter les voitures qui passent ou demander de l'aide pour le transférer. Donc, la première des choses de lieu d'accident, on ne doit pas aggraver la lésion et on doit respecter les courbures physiologiques du rachis. Arrivé dans un centre spécialisé, le malade, il a un abord veineux solide, il n'a pas de détresse respiratoire, il n'a pas d'état de choc, il n'a pas d'hémorragie extériorisée, il a été transporté dans des bonnes conditions par 4 ou 5 personnes dans une civière avec des attelles amovibles. On commence à l'examiner. Donc, on va le déshabiller et on commence. Et quel est l'examen clinique capital de ce blessé vertébro-médulaire dorsolaire? C'est l'examen neurologique. C'est l'examen neurologique. Cet examen neurologique est, en premier lieu, il doit traiter l'étude de la motricité volontaire. Il y a une classification de 0 à 5. Le malade qui est normal, il a une contraction normale, on lui dit, monsieur, s'il vous plaît, élevez votre membre inférieur, il va le lever. C'est une contraction normale. On lui dit, monsieur, levez votre membre inférieur, il ne le bouge pas du tout. C'est une contraction nulle. Donc, c'est grave, ce malade-là, il n'a plus de motricité volontaire. Donc, les fibres nerveuses qui étaient responsables de la motricité de ce muscle-là sont coupées par le traumatisme. Là, il faut faire attention. Et entre les deux, il y a une contraction légèrement diminuée. Le malade, il peut soulever, mais difficilement, où il y a des ébauches de contraction ou des contractions visibles. Mais ce qui est important, c'est que soit le malade, il a une contraction normale, soit il n'a plus. Donc, c'est la première étape de l'examen neurologique, c'est l'étude de la motricité volontaire des 2 membres inférieurs, des 2 membres supérieurs. Deuxièmement, après la motricité, la sensibilité. Elle est testée, cette sensibilité, c'est-à-dire le toucher, selon le tact et la piqûre. Le malade, on essaiera de le chatouiller, de faire des petits pincements au niveau de la peau. Le malade va vous dire, je sens ou je ne sens pas. Et dans la majorité des cas, ces pincements, on les fait au niveau du gros orteil du pied. Deuxièmement, la sensibilité profonde, on prend le gros orteil du pied et on lui fait des déplacements d'avant et en arrière. Et le malade, il ne voit pas, on lui dit, est-ce que votre gros orteil, il est en avant ou en arrière? C'est ça la sensibilité profonde. Et la sensibilité thermoalgésique, c'est le chaud et le froid. On prend quelque chose de froid et on dit au malade, est-ce que c'est froid ou chaud? Ou bien on fait le contraire. Voilà les 3 éléments de cette sensibilité. Donc, sensibilité superficielle, sensibilité profonde, c'est le sens du gros orteil, et la sensibilité thermoalgique, c'est le chaud et le froid. Troisième élément de cet examen neurologique, c'est la recherche des réflexes ostéotendineux. La recherche des réflexes tendineux se fera par des signes pyramidaux et surtout, on verra. Le test qui est très important, à notre avis, c'est au niveau du genou, avec un instrument qu'on appelle un marteau réflexe. Ce marteau réflexe-là, on essaiera, par exemple, voilà le genou, on essaiera, et le malade, on le voit. Est-ce qu'il élève sa jambe ou non? Et quand est-ce qu'on dit qu'il y a un problème? C'est lorsque ce réflexe-là devient vif et diffus, polycinétique. Dans ce cas-là, on dit que ce réflexe-là est pathologique. Il y a plusieurs réflexes. C'est un élément qui est très important. Il y a les réflexes bicipitales de C5, de la 5e vertèbre
cervicale, il y a tricipital de la 7e vertèbre cervicale, la flexion des doigts pour C8, etc., etc. Donc, l'étude de la motricité, cet examen neurologique, l'étude de la sensibilité, la recherche des réflexes pardon, osseo-tendineux et l'examen du périnée. C'est une étape essentielle et obligatoire dans l'examen neurologique. Il y a quelqu'un qui va se poser la question, il va dire pourquoi on fait un toucher rectal chez un malade qui a une blessure vertébro-médulaire. Ça, c'est un élément qui est très important. Quelle est la relation entre la blessure de la moelle épinière et le toucher rectal? Vous savez que la moelle épinière, elle est formée de deux éléments. Elle est formée par la substance grise qui est au milieu et la substance blanche qui est en périphérie. Si le malade a une lésion grave, une section complète de la moelle épinière, c'est-à-dire une atteinte de la substance grise et de la substance blanche, il aura une béance anale. Ça veut dire que les fibres nerveuses qui descendent de ces deux compartiments, substance grise et substance noire, pour énerver l'anus, sont complètement coupées. Et lorsqu'on fait un toucher rectal et on trouve qu'il y a une béance, il n'y a plus cette tonicité du rectum, ça veut dire que la lésion, elle est grave, la moelle épinière, elle est sectionnée. Et la majorité des cliniciens, lorsqu'ils font un toucher rectal et ils trouvent qu'il y a une béance anale, ils vont le dire directement aux parents du malade que monsieur, votre malade, il a une lésion grave, il a une section de la moelle épinière, on va essayer. Il faut le dire au malade, il ne faut pas avoir peur, il faut dire la vérité, qu'il y a ceci ou il y a cela. Donc, ce toucher rectal-là, il est très important pour l'appréciation de la lésion au niveau de la moelle épinière. Il y a maintenant des classifications, une fois que l'examen clinique a été fait, il y a M. Frankel, c'est une classification que tous les gens qui font les traumatismes du rachis le font. M. Frankel, il a classé ces lésions vertébro-médulaires en cinq stades, groupe A, groupe B, groupe C, groupe D, groupe E. Le groupe A, c'est une atteinte complète. Il n'y a pas de fonction ni motrice ni sensitive en dessous du niveau de lésion. Yani, si le malade il a une lésion au niveau de la 4e vertèbre dorsale, par exemple, en dessous de la 4e vertèbre dorsale, le malade, il ne bouge pas, il ne sent pas. Le groupe E, il n'y a pas d'atteinte neurologique, pas de faiblesse musculaire, pas de troubles sensitifs, ni de troubles sphinctéraires. C'est-à-dire, le groupe E, c'est normal. On dit que ce malade-là, il a un Frankel E. Ça veut dire tout est bien. Entre les deux, il y a l'atteinte motrice, il y a l'atteinte sensitive. Parfois, c'est la sensibilité qui est conservée. Mais la motricité, chose qui est très importante, regardez le groupe B. Le groupe B a une atteinte motrice complète. Le malade, il ne bouge pas. Il a une activité musculaire à zéro. Mais il existe une conservation de la fonction sensitive, y compris périnéale, c'est-à-dire au toucher rectal. Le malade, il sent que vous êtes en train de lui faire un toucher rectal. C'est l'apparition du trouble sensitif, mais ça veut dire que les fibres qui sont responsables de la sensibilité vont parcourir la substance blanche, c'est-à-dire la périphérie. Et les fibres qui sont responsables de la motricité se trouvent dans la substance grise. Donc, si le malade, il a une certaine conservation de la sensibilité, ça veut dire que la lésion, elle est partielle. Il faut tout faire
pour sauver le malade. Il y a le groupe D, la force musculaire motrice est suffisante pour autoriser une marche avec ou sans aide, c'est-à-dire une marche avec une canne, on perd de vue. Voilà donc ces 5 stades de Frankel qui vont du groupe A où tout est lésé jusqu'au groupe E où il n'y a pas d'atteinte neurologique. Maintenant, le cas du blessé dans le coma, ça c'est très important. Le cas du blessé dans le coma, l'examen neurologique il est difficile. Il y a le malade qui est dans le coma, par exemple, il a un traumatisme crânien, il ne peut pas vous répondre. Donc, vous devriez lui faire l'examen neurologique. On avait dit, une fois qu'on arrive dans un centre spécialisé, l'examen primordial, c'est l'examen neurologique. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On a 2 éléments. On a 2 éléments de l'examen neurologique qui vont nous aider. Le premier, c'est le toucher rectal. Le malade est dans le coma, on prend une paire de gants et on essayera, on prend un lubrifiant et on essayera doucement, dans l'intimité, de lui faire un toucher rectal. Si on trouve qu'il y a la tonicité du sphincter anal, ça veut dire que la lésion n'est pas très importante. Par contre, si on trouve qu'il y a une béance anale, où le tonus du rectum est complètement détruit, on dit que ce malade-là, il a une lésion grave au niveau de la moelle épinière. Premier élément. Deuxième élément, avec votre marteau réflexe, vous allez voir, surtout comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau du genou, vous allez voir le réflexe du genou. Est-ce que le malade, il a des réflexes normaux ou bien des réflexes voilà, qui sont atoniques avec une véritable dysfonctionnement. Donc, c'est l'étude des réflexes et c'est le toucher rectal qui pourra nous dire ce malade-là, il a une lésion vertébromidulaire modérée ou grave. Bien sûr, après le malade, on va la radio pour avoir un diagnostic exact. Donc, le cas du blessé dans le coma, c'est le toucher rectal et l'étude des réflexes. Docteur? Oui. Docteur, s'il vous plaît, comment on peut effectuer le réflexe ostéotendineux au niveau du genou chez un comateux? Le malade, il est dans le coma. Le malade est dans le coma. Regardez mon doigt. C'est ça le genou. Je prends mon marteau réflexe et j'essaierai de donner des petits coups. Si quelqu'un qui est normal, comme toi et moi, il va y avoir une petite réaction. Il va y avoir une petite réaction d'extension. D'accord? Si le malade, il a du trouble au niveau des réflexes tendineux, il va te faire comme ça. Il va te faire des mouvements en hyperextension polycinétique. C'est-à-dire la différence entre un réflexe tendineux qui est normal et un réflexe tendineux qui est pathologique. Et on pourra le faire au niveau de la cheville, mais l'idéal, il faut le faire au niveau du genou. C'est très simple. Ceci-là aussi est valable au niveau du membre supérieur pour le rachis cervical. Maintenant, on va y aller aborder l'identité, ou comme je vous l'ai dit, la carte d'identité de ces lésions. Les traumatismes vertébro-médulaires du rachis dorso-lombaire ont été classés par M. Maguerl. Maguerl, il les a publiés dans la revue Eurospine en 1994 et actuellement, tout le monde travaille sur cette classification qui est en 3 grades. Le grade A, c'est la flexion, c'est-à-dire la flexion, c'est le tronc qui va partir en avant. Et qu'est-ce qu'elle va provoquer? Cette flexion, compression du rachis dorso-lombaire, elle va nous provoquer une fracture tassement. Regardez la flèche rouge à ce niveau-là, il y a un tassement. Une fracture séparation, regardez comment le corps vertébral est séparé. Et en définitive, il y a un véritable A3
Voilà, à ce niveau-là, un véritable éclatement du corps vertébral. Donc, je reviens, le grade 1, c'est la flexion-compression. On aura en premier lieu un tassement minime, deuxièmement, une séparation, et troisièmement, un éclatement. Maintenant, c'est le contraire. Tout à l'heure, on avait dit c'est une flexion, il y a le tronc et le en avant. Dans le grade B, c'est l'extension. C'est le tronc qui va partir en arrière. J'ai mis ici en noir, c'est l'extension, distraction. On va ouvrir, là, on va fermer, on va ouvrir. Il y aura la fameuse fracture de teardrop. Regardez les flèches qui partent en haut et en bas, et elle va détacher. Donc, il y a une lésion au niveau de l'appareil ligamentaire, et parfois, elle va laisser un petit fragment. C'est ça, la teardrop. Lorsqu'il y a un petit fragment, on parle de teardrop. Le B, c'est la fracture, comme son nom l'indique, de chance. Il y a un élargissement du disque intervertébral, comme on le voit à ce niveau-là. Et le 3, c'est une hyper-extension. Il y a un espace très important. Regardez les flèches en rouge, où il y a une véritable séparation par un phénomène d'hyper-extension du corps vertébral. Donc, dans la majorité des cas, c'est des fractures soit en flexion, compression, ou bien c'est en extension, distraction. La troisième variété, on en voit on en voit chaque 10 ans. On en voit un ou deux. C'est des fractures par rotation. Il y a un rachis qui va rester en place et l'autre qui va déroter. Et qu'est-ce qu'il va nous réaliser? Il va nous réaliser une véritable translation. Il y a un rachis qui reste en place et l'autre qui va être déplacé. Regardez les flèches, comment l'autre rachis. Ces lésions-là, elles sont très nocives pour la moelle épinière. Ces malades-là, lorsqu'on voit des malades au grade C, il faut le dire d'emblée aux parents que c'est une lésion grave de la moelle épinière. Dans le grade A et le grade B, les troubles neurologiques, on peut, dans les troubles neurologiques, qu'il y ait de la chance que le malade récupère. Mais à ce niveau-là, il faut les opérer et les envoyer dans les 48 heures qui suivent en rééducation fonctionnelle. Heureusement, je vous ai dit que ces lésions-là, elles sont graves, elles sont rares, elles sont exceptionnelles. Donc, c'est des phénomènes par rotation. Et on n'en voit pas beaucoup. Donc, si je résume la situation sur l'aspect anatomopathologique, c'est la classification de Mager qui les a classés en flexion-compression, en extension, distraction et en rotation. Voilà, c'est très simple. Voilà quelques exemples d'une fracture type B. Voilà, là, il y a une extension, et il y a une séparation entre les deux corps vertébraux. Elle représente 60% des lésions. Une autre lésion, là, c'est la lésion par rotation. Regardez le décalage des apophyses épineuses. Il y a un rachis qui reste stable, et le rachis inférieur, elle est déplacée. Heureusement, ces lésions-là, elles sont exceptionnelles. Le traitement, il y a des méthodes orthopédiques dans les fractures qui ne présentent pas de troubles neurologiques. C'est beaucoup plus dans les fractures de type A, où il y a une compression ou bien un minime tassement. Mais le traitement chirurgical, dès qu'il y a des troubles neurologiques, il a pour objectif, ce traitement chirurgical-là, réduire la déformation, donc le décalage comme dit dans la rotation, lever une compression, donc enlever les fragments osseux qui sont en train de comprimer la moelle épinière, réaliser une exploration, c'est-à-dire il faut y aller voir la moelle épinière. On ne ferme pas jusqu'à qu'on voit la moelle épinière et
stabiliser le rachis. Donc, le délai opératoire, il faut les opérer. Il faut les opérer dans les plus brefs délais. Voilà, il faut enlever les fragments. Pardon. Pardon, il y a eu un petit problème. Donc, il faut les opérer, ces blessés vertébraux-médulaires, dans les 24 à 72 heures. Ça, c'est un élément qui est très important. Voilà. Il faut faire une laminectomie. Regardez la pince à ce niveau-là qui est en train d'enlever cette lame. Voilà, la lame, on la voit bien à ce niveau-là. Il faut l'enlever. C'est par en arrière qu'on opère. Et enlever ces fragments osseux-là qui sont en train de comprimer. Il faut les enlever. Il faut les opérer, ces malades-là. Entre 24, on peut y aller jusqu'à 48 heures, mais c'est au-delà de 72 heures, ça devient très difficile. C'est une urgence. Il faut les opérer. Les résultats, ça c'est important pour vous. Les résultats de ces malades-là, on a fait travailler pas mal de gens sur ces... à l'époque où il y avait des mémoires d'internes, sur ces blessés vertébraux-médulaires, c'est des gens qui viennent avec des lésions du rachis dorso-lombaire et qui ont des lésions neurologiques graves. On a 3 types de résultats. Le premier, c'est que le malade il sort de la rééducation en position demi-assise. Yani, il sort avec une chaise roulante. Deuxièmement, le deuxième type, c'est le malade il sort verticalisé. Yani, il peut marcher, mais avec un tuteur externe, soit avec une paire de béquilles, une paire de cannes, ou bien le malade il sort en marchant, parfois avec un tuteur externe. Yani, si on résume la situation, 30% des malades sortent avec une chaise, 30% des malades sortent en marchant avec un tuteur externe et 30% des malades sortent en marchant. Voilà le résultat de la chirurgie du rachis dorso-lombaire. Parce qu'il y a des gens qui se posent la question, ils disent, est-ce que cette chirurgie, oui, elle est bénéfique. Mais je vous ai dit d'emblée, cette chirurgie du rachis dorso-lombaire, il faut qu'il y ait l'implication des anesthésistes, bien sûr, mais surtout, je dis bien surtout, des rééducateurs fonctionnels. Alors, je vous dis la vérité, mais elle est amère, elle est un blessé qui m'a opéré, est pris en charge par les anesthésistes réanimateurs, opéré par le chirurgien, en rééducation, il y a un rendez-vous بعد شهر. يعطيوه rendez-vous بعد شهر. لكن عطاوه rendez-vous بعد شهر, c'est-à-dire on a signé sa mort. On a signé la mort du malade. وين راح يروح المريض هذا؟ Bon, les gens اللي يعودوا عندهم يقدروا يجيبوا له un rééducateur تما في الدار, عنده في الدار. Mais je pense que la rééducation, elle est très importante. Elle est très importante dans ces régions-là. Quelques exemples. Un homme de 35 ans, fracture A3, une fracture avec éclatement, les fragments osseux sur la compresse, on l'a stabilisé par une plaque de Roakami. Deuxièmement, une fracture B3 de Franquin avec B3, séparation, on l'a stabilisé avec 2 plaques de Roakami. Pardon. Donc si j'ose dire que ces blessés vertébraux-médulaires dorso-lombaires, l'important, les choses qu'on doit retenir, l'important c'est dans le lieu de l'accident, il ne faut pas aggraver la lésion.
arriver dans un centre spécialisé et il faut faire un examen neurologique soigneux. Le cas du malade dans le coma, faites attention, c'est le toucher rectal et l'étude des réflexes. On doit les opérer, ces malades-là. Sur le plan anatomie pathologique, c'est la classification de Maguire où le groupe A, c'est la flexion-compression. Le groupe B, c'est l'extension-distraction. Et le groupe C, c'est la rotation. Ces malades-là, il faut les opérer et l'envoyer en rééducation fonctionnelle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez compris? Oui, docteur, j'ai compris. Merci. Docteur, Oui. je n'ai pas très bien compris la classification par Frankel de l'atteinte neurologique. Très bien, très bien. On va y aller. Cette classification de Frankel, elle est très simple, Benti. Très simple, خلاص. هذا monsieur Frankel, on a examiné le malade, مليح. Il les a classés en 5 types. Donc, lorsqu'on examine le malade, à la fin, on a une feuille, l'observation, on dit le malade, c'est un Frankel A, B, C, D. Le Frankel A, le malade, مليح. Il n'a pas d'atteinte motrice ni sensitive. Yani, plutôt, le groupe A, l'atteinte, elle est complète. À titre comme l'exemple, tu as une fracture de la 4e vertèbre dorsale. En dessous, yani, thorax, le malade, il ne sent rien du tout. On dit c'est un frein que le groupe A, ça veut dire que la paraplégie, elle est complète. C'est le A. Le B, l'atteinte motrice, tout garde. Mais il existe une conservation de la fonction sensitive. Le malade, il sent. Si on fait passer notre main sur sa jambe ou la six pieds, je sens un peu. Si on veut lui faire un toucher rectal, il sent que vous êtes en train de lui faire. C'est le groupe B. Donc, il y a une ébauche de sensibilité qui apparaît, mais la motricité m'accroche. Le groupe C, là, il y a une conservation de la motricité, mais la force musculaire n'est pas utilisable. Yani, le malade a une force musculaire, mais les deux membres inférieurs, mais le plan du lit, le malade, il ne peut pas. Le malade, il ne peut pas. Donc, on dit qu'il y a une conservation de la motricité, mais la force musculaire n'est pas utilisée. Et là, il y a toujours une atteinte diffuse. Docteur? Oui. C'est ce que je n'ai pas compris. Comment on peut savoir qu'il a conservé sa force motrice alors qu'il ne peut pas lever les deux membres? Très bien. Il y a une conservation motrice, ça veut dire que le malade, allez, on reste toujours dans le membre inférieur. Le malade, on lui dit de faire bouger les deux membres inférieurs, yani le pied ou la jambe, يحركهم. هذه هي la conservation motrice. Il fait bouger ses deux membres inférieurs. هذه conservation de la motricité. Mais la force musculaire, pour faire élever le membre inférieur, il n'en a pas. Ça veut dire quoi sur le plan physiopathologique? Ça veut dire les fibres qui sont responsables de la conservation motrice sont intactes, mais de la force musculaire ont été atteintes. Fahmtini? Est-ce que oui, tu as compris? C'est clair, merci. Oui, voilà. Oui. La force musculaire dans le groupe D, elle apparaît, elle est suffisante. Ça veut dire que les fibres nerveuses qui sont responsables de la force musculaire, elles peuvent autoriser une marche. Le malade, nous disons non, les deux membres inférieurs, voilà. Donc, c'est la classification. Et le groupe E, il n'y a pas d'atteinte, ça veut dire que le malade, il est normal. C'est la classification de Frankel, elle nous permet d'évaluer le malade où il nous sommes. Un malade, groupe A de Frankel, le malade, la radio, c'est un malade à opérer dans le plus bref délai. Voilà.